Donald Trump's fight for sweeping presidential immunity from criminal prosecution is about to go before the U.S. Supreme Court. The justice is set to take up the high-stakes case tomorrow morning. CNN's Brian Todd is taking a closer look at all of this for us. Brian, set the stage for us ahead of these historic arguments. Wolf, it boils down to this. The special counsel Jack Smith is arguing that Donald Trump has never been above the law. Trump's lawyers argue that what he did to try to overturn the election results was part of his official duties as president, and he shouldn't be prosecuted. Certaines décisions judiciaires ne se distinguent pas seulement par ce qu'elles déterminent, mais aussi par le type de précédent qu'elles établissent dans une structure démocratique. Le 10 janvier 2026, la Cour d'appel du circuit du District de Columbia a rendu un arrêt qui a modifié l'axe juridique de l'une des affaires les plus délicates de l'histoire politique récente des États-Unis. Après avoir examiné les limites de l'immunité présidentielle et la validité d'une éventuelle auto-amnistie, le panel de juges a conclu qu'il n'existait pas de protection automatique contre les poursuites pénales après la fin d'un mandat, même si les actes contestés avaient été commis pendant l'exercice de la présidence. La décision a non seulement rejeté les principaux arguments de défense de Donald Trump, mais a également établi que les crimes passibles de destitution ne sont pas couverts par l'immunité constitutionnelle. Le passage central de l'arrêt était explicite. Il n'y a pas d'immunité pour les crimes qui constituent des motifs de destitution. Ces actes peuvent faire l'objet de poursuites après le mandat présidentiel. Cette position a non seulement invalidé la thèse de l'auto-amnistie, mais a également réorganisé les fondements de la responsabilité des anciens présidents pour les actes commis pendant leur mandat. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Le verdict a été précédé de plusieurs semaines d'audience entre l'équipe de défense de Trump et les procureurs fédéraux, axés sur deux points principaux: la faisabilité d'une date de procès dans un délai raisonnable et le volume des preuves réunies. Selon l'accusation, plus de 12 millions de pages de documents ont été organisées avec des métadonnées et des indications pour en faciliter l'accès. La défense, quant à elle, insistait sur l'impossibilité pratique de mettre en place une stratégie adéquate en quelques mois. Au milieu de cette bataille technique, la juge Tanya Chutkan est intervenue avec fermeté, demandant aux avocats de modérer leur rhétorique et indiquant que tant le calendrier proposé par l'accusation que celui de la défense était disproportionné. Cette position a signalé que la Cour n'admettrait pas de manœuvre dilatoire déguisée en objection logistique, tout en ne cautionnant pas un calendrier irréaliste. Mais le point de basculement n'est pas venu de la logistique procédurale, mais plutôt de la définition de ce qui est, ou n'est pas, juridiquement admissible comme bouclier institutionnel. En rejetant explicitement l'argument de l'auto-amnistie, la Cour a replacé la figure du président au centre d'une nouvelle équation juridique. La Cour a soutenu que la prérogative d'amnistie, prévue à l'article 2 de la Constitution, ne prévoit pas la possibilité de s'appliquer à soi-même. La logique présentée est qu'aucun agent public ne peut être juge de sa propre cause, et qu'accepter l'auto-pardon créerait un vide de responsabilité incompatible avec le principe républicain. Cette interprétation s'étend à la thèse de l'immunité large, souvent défendue par les alliés de Trump, sur la base de précédents liés à l'exercice de fonctions étatiques. Pour la Cour, ces prérogatives sont spécifiques, limitées dans le temps et conditionnées à la nature des actes. Ainsi, en précisant que des crimes tels que l'entrave à la justice, la fraude fiscale, la violation de la loi sur les archives présidentielles et la manipulation électorale peuvent être jugés après le mandat. La Cour a non seulement ouvert la voie à des poursuites pénales, mais a également délimité les frontières entre le pouvoir et la responsabilité personnelle. L'effet pratique de la décision a été immédiat. Plusieurs juristes ont commencé à revoir la portée d'autres enquêtes en cours, considérant que le précédent établi par la Cour d'appel du District de Columbia pourrait être invoqué dans les tribunaux fédéraux d'autres juridictions. Au Congrès, la réaction a été tout aussi rapide. Les groupes de la Chambre, qui mènent des procédures d'enquête interne, telles que la commission de surveillance et la commission judiciaire, ont commencé à évaluer la réouverture des fronts d'enquête sur la base des nouveaux paramètres. Bien que la décision de la Cour n'ait pas été rédigée dans un ton accusatoire, elle a fourni une feuille de route juridique détaillée pour le traitement des actions qui, jusqu'alors, se heurtaient à des obstacles formels liés à l'immunité exécutive. L'intersection entre le contenu de l'arrêt et les mécanismes de destitution a également commencé à être considérée par les experts comme une zone de haute sensibilité institutionnelle. C'est sur ce point que le débat prend une dimension plus large. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le sort juridique d'un président, mais les contours fonctionnels de la relation entre les trois pouvoirs.
en affirmant que les crimes passibles de destitution peuvent être jugés après le mandat. La Cour a élargi l'autonomie du pouvoir judiciaire face aux décisions politiques du pouvoir législatif. Dans le même temps, en rejetant la thèse de l'auto-amnistie, elle a rétabli une limite matérielle à la portée de l'exécutif sur ses propres actes. La conséquence de ce repositionnement peut être observée dans les réactions divergentes des parlementaires, des procureurs, des juristes et des dirigeants de partis. Certains ont interprété cette décision comme un renforcement de l'indépendance institutionnelle, d'autres ont mis en garde contre le risque d'instabilité lié à la création de précédents qui pourraient être utilisés de manière sélective lors de futurs cycles d'alternance au pouvoir. Ce type de repositionnement structurel se produit rarement de manière explicite dans le système américain. En général, les institutions préfèrent opérer avec une marge d'ambiguïté, en particulier sur des questions à forte connotation politique. Le fait qu'une cour fédérale ait affirmé de manière directe que le président peut effectivement être poursuivi pénalement pour des actes commis pendant son mandat constitue un écart notable par rapport à cette logique de prudence institutionnelle. Même si l'arrêt reste technique et contient des réserves interprétatives, il représente un tournant. À partir de là, la voie procédurale vers la responsabilité pénale devient non seulement juridiquement possible, mais aussi juridiquement structurée. Dans un environnement politique fragmenté, les décisions de cette nature ont tendance à concentrer l'attention, les réactions et les diagnostics contrastés. Les mouvements au sein des instances judiciaires doivent être suivis avec une attention redoublée par ceux qui cherchent à comprendre non seulement les événements eux-mêmes, mais aussi le système qui les rend possibles. C'est précisément pour cette raison que nous continuons à rassembler, relier et analyser les éléments centraux de ces épisodes, afin d'offrir une vue d'ensemble plus claire et plus continue de ce qui est en jeu. À partir de là, le débat sur l'immunité présidentielle a cessé d'être une abstraction juridique, pour devenir une question opérationnelle d'organisation institutionnelle. La décision de la Cour d'appel du district de Columbia a fourni des paramètres qui non seulement modifient le statut juridique de Trump, mais ont également des répercussions sur tous les mécanismes de responsabilité politique et pénale des titulaires de la présidence. Pour comprendre la gravité de ce revirement, il faut revenir à l'architecture des freins et contrepoids qui structurent le système de gouvernement aux États-Unis. Depuis la fondation de la République, la figure du président a été protégée par une combinaison de prérogatives juridiques et de protocoles politiques. Mais il n'y a jamais eu de consensus absolu sur l'étendue de ces protections. En temps de crise, comme lors des procès de Nixon et Clinton, les institutions ont agi avec prudence, en essayant de préserver la stabilité du système sans laisser place à l'impunité. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une refonte partielle de cette équation, le pouvoir judiciaire assumant un rôle plus explicite dans la délimitation des limites du pouvoir exécutif, même après la fin d'un mandat. C'est dans ce contexte qu'il devient essentiel de comprendre la convergence des acteurs institutionnels autour des affaires impliquant Trump. Le ministère de la Justice, par l'intermédiaire du bureau du procureur spécial, a structuré ses actions sur la base des preuves partagées par diverses commissions de la Chambre. La coopération entre les instances d'enquête de l'exécutif et du législatif, bien que prévue par la loi, se produit rarement avec le degré de synchronisation actuellement observé. L'utilisation de rapports du Congrès comme base pour les demandes d'inculpation, la consolidation de bases de données interinstitutionnelles et l'échange d'expertises techniques témoignent d'un degré de coordination qui renforce la solidité des enquêtes. Dans le même temps, la Cour suprême elle-même a été appelée à se prononcer sur des aspects liés aux affaires en cours, tels que la portée du secret entre le président et ses conseillers et l'applicabilité du privilège exécutif face aux ordonnances judiciaires. Bien qu'elle ne se soit pas encore prononcée directement sur la constitutionnalité de l'auto-amnistie, le fait que la Cour ait permis aux instances inférieures d'avancer dans le jugement de questions qui ont déjà été interprétées par des experts comme un signe de non-intervention, du moins pour l'instant. Cette convergence aide à comprendre pourquoi les barrières formelles qui ont soutenu la stratégie de défense de Trump ont commencé à se dissoudre. Pendant des années, le président et ses avocats ont exploité toutes les failles procédurales possibles, des allégations de partialité judiciaire aux tentatives de retarder la remise des preuves par le biais de recours successifs. La décision de la Cour d'appel du district de Columbia, en consolidant des interprétations qui étaient auparavant dispersées dans différentes juridictions, a eu pour effet d'isoler ces manœuvres comme des détours procéduraux et non comme des arguments légitimes, en déclarant inconstitutionnelle l'idée d'auto-amnistie et en délimitant avec précision les contours de l'immunité.
la Cour a retiré le principal instrument de protection qui soutenait le discours de Trump. Cela a un impact direct sur le rythme et la structure des procédures en cours. Non seulement l'affaire fédérale sur l'ingérence électorale, mais aussi les procédures liées aux documents confidentiels, à la fraude fiscale et à l'entrave aux enquêtes officielles. Une autre implication importante concerne le rôle du Congrès, la Chambre des représentants, qui vote actuellement sur de nouvelles résolutions de destitution, considère désormais que toute procédure pénale engagée par ces commissions d'enquête peut avoir des conséquences pratiques immédiates, même si le processus législatif ne progresse pas jusqu'au Sénat. En effet, la décision de la Cour d'appel a clairement établi que le ministère public fédéral a le pouvoir d'utiliser les conclusions parlementaires comme base pour des accusations formelles. Cette interprétation représente un changement fonctionnel dans le rôle des enquêtes parlementaires. Elles ne sont plus considérées uniquement comme des instruments politiques, mais font désormais partie intégrante de la chaîne de responsabilité pénale. Pour les analystes proches du comité de surveillance, ce nouveau scénario pourrait même reconfigurer la logique d'enquête au sein du pouvoir législatif, en encourageant la production de rapports plus solides, techniquement étayés et prêts à servir de base à des poursuites judiciaires ultérieures. Dans ce nouvel arrangement, la figure du président devient le pivot de convergence entre plusieurs niveaux institutionnels. Outre les procédures engagées devant les juridictions étatiques, comme celle de New York liée à des fraudes fiscales, et le procès fédéral pour obstruction à la justice et traitement abusif de documents confidentiels, il existe désormais un lien de plus en plus explicite entre les décisions politiques, comme une nouvelle procédure de destitution, et les conséquences juridiques directes. Ce phénomène d'interpénétration entre des sphères auparavant plus compartimentées est analysé avec attention par les juristes et les constitutionnalistes, notamment en ce qui concerne l'impact des précédents établis aujourd'hui sur les administrations futures. Il existe une préoccupation légitime quant au fait que le lien excessif entre les décisions judiciaires et les procédures de destitution puisse compromettre l'autonomie relative de chaque pouvoir. Dans le même temps, certains soutiennent que ce type de renforcement réciproque est nécessaire lorsqu'il s'agit de situations limites, telles que la suspicion de crimes commis par un président en exercice, de manière moins visible mais tout aussi importante. Les effets de la décision ont également touché le système partisan. Au sein du Parti républicain, les divisions internes se sont accentuées entre les factions qui considèrent la destitution de Trump comme une mesure de survie électorale et celles qui restent fidèles à son leadership. Ce conflit n'est pas seulement idéologique, il est aussi opérationnel. Les parlementaires qui se présentent à leur réélection dans des circonscriptions disputées ont commencé à revoir leur stratégie, craignant d'être associés à un nom dont la situation juridique s'aggrave de semaine en semaine. Certains conseillers politiques ont déjà pris des mesures pour repositionner les candidats avec des messages d'indépendance, suggérant qu'il est possible de se dissocier stratégiquement de la figure de Trump sans pour autant rompre avec la base du parti. Il est encore trop tôt pour mesurer l'efficacité de cette approche, mais elle indique que l'impact de la décision judiciaire a dépassé le domaine juridique et s'est déplacé vers le centre du calcul politique. Dans ce scénario multiforme, le travail d'analyse doit suivre non seulement les événements ponctuels, mais aussi la manière dont des institutions entières se réarticulent, en identifiant les points de connexion entre les décisions judiciaires, les enquêtes législatives et les réactions partisanes. Il est possible de construire une lecture plus claire des dynamiques qui façonnent le processus en cours. C'est pourquoi nous restons déterminés à continuer d'offrir, avec régularité et précision, une couverture qui privilégie le contexte, la progression et l'intégrité institutionnelle des faits. À mesure que l'interprétation de la Cour d'appel du district de Columbia devient une référence pour les prochains affrontements, il apparaît de plus en plus clairement que la controverse ne concerne pas seulement Donald Trump, mais aussi la conception pratique du pouvoir exécutif dans des situations extrêmes. La décision fait désormais office de référence interprétative, car elle oblige le système institutionnel à répondre à une question qui, pendant des décennies, est restée en partie en suspens. Jusqu'où va la protection de la fonction présidentielle et à quel moment cesse-t-elle d'être un instrument de stabilité pour devenir un mécanisme d'impunité ? Dans le domaine juridique, la division est évidente. Certains constitutionnalistes soutiennent que l'arrêt renforce l'équilibre républicain et corrige les distorsions accumulées par l'utilisation extensive du concept d'immunité présidentielle. Pour eux, l'autorité de la fonction ne peut survivre au mandat en tant que bouclier permanent, car cela violerait le principe fondamental selon lequel la loi doit s'appliquer à tous les agents publics, y compris ceux du plus haut niveau,
après la fin de leur exercice du pouvoir. Une autre partie des juristes, cependant, voit des risques institutionnels profonds dans la manière dont certains critères pourraient être appliqués à l'avenir. La principale crainte est qu'en relativisant les limites de ce qui constitue un acte officiel, on ouvre la voie à des gouvernements ultérieurs pour réinterpréter des décisions antérieures et utiliser le système pénal comme un outil de dispute politique. Dans ce scénario, l'instabilité ne proviendrait pas du contenu d'une affaire spécifique, mais du précédent et de sa reproduction dans des situations futures. Le point de tension le plus important réside dans la tentative du système d'établir un critère opérationnel suffisamment solide pour empêcher les abus, et en même temps suffisamment restrictif pour ne pas criminaliser la politique institutionnelle. Cet équilibre est difficile à atteindre, car il implique une subjectivité juridique et contextuelle, et parce que les décisions présidentielles sont presque toujours entourées de justifications formelles, d'orientations techniques et d'arguments d'intérêt public. La critique la plus prudente soutient que si les tribunaux deviennent les arbitres permanents de ce qui peut ou non être considéré comme un acte légitime de la fonction, le système risque de se paralyser. Les défenseurs de l'arrêt affirment quant à eux que le risque réel est inverse, permettre que tout comportement soit qualifié d'acte officiel simplement parce qu'il est lié à la présidence, crée une zone d'exception que le constitutionnalisme républicain n'admet pas. C'est dans ce contexte que la question de l'auto-amnistie occupe à nouveau une place stratégique dans le débat. Bien que la Constitution ne contienne pas de clause explicite interdisant l'auto-amnistie, une partie importante de la tradition constitutionnelle américaine considère cette possibilité comme incompatible avec le fondement du régime, car cela reviendrait à permettre au président lui-même d'agir en tant que juge final de sa responsabilité pénale. Cette lacune textuelle a toutefois toujours laissé place à la controverse, et c'est précisément cette marge que la jurisprudence récente tente de réduire. Il ne s'agit pas seulement de punir ou d'absoudre un individu, mais d'éviter que le système institutionnel n'ouvre une exception formalisée, susceptible de devenir une pratique courante dans les gouvernements futurs. Les répercussions commencent déjà à se faire sentir au sein de l'administration fédérale. Le ministère de la Justice révise ses paramètres internes, en particulier dans les affaires impliquant des hauts fonctionnaires et les situations où l'exercice du pouvoir a été utilisé comme un obstacle pour retarder les enquêtes, empêcher les témoignages ou brouiller les compétences. Un débat technique est en cours sur la manière d'appliquer la logique de l'arrêt à d'autres scénarios, y compris ceux dans lesquels les prérogatives institutionnelles ont été utilisées comme mécanisme de protection personnelle. Cette révision n'est pas seulement procédurale, mais aussi stratégique. Le ministère de la Justice doit déterminer comment agir de manière cohérente avec le précédent, sans transformer chaque affaire en un conflit politique permanent. Dans le même temps, le Congrès se mobilise. Au sein des commissions chargées de l'intégrité institutionnelle, on discute déjà de la nécessité de clarifier les limites du pardon présidentiel par le biais d'une législation ordinaire. Et il est également question de la faisabilité de futurs amendements constitutionnels. La difficulté réside dans le fait que toute tentative de délimitation formelle peut susciter une réaction immédiate au sein même du système politique. Une partie des parlementaires craint que ce débat ne devienne un moteur de polarisation et de représailles. Une autre partie soutient que l'absence de clarté est encore plus dangereuse, car elle permet au gouvernement de tester les failles institutionnelles, et ce n'est que ensuite que le système tente de réparer les dégâts. Ainsi, le conflit législatif n'est pas seulement moral, mais aussi tactique. Comment apporter de la clarté sans provoquer de déstabilisation ? La chronologie procédurale est un autre élément décisif. Même avec l'autorisation d'avancer, il n'y a aucune certitude quant au rythme, à la durée et à l'issue des poursuites pénales. Chaque instance agit avec une relative autonomie et peut imposer des calendriers différents, décider de la recevabilité des preuves, autoriser des reports et définir des priorités. Dans la pratique, cela signifie que la responsabilité pénale complète ne dépend pas seulement de la force des preuves ou du bien fondé juridique, mais aussi de la structure institutionnelle en mouvement. Les analystes soulignent que les changements futurs à la tête du ministère de la Justice, du bureau du procureur général et même de la composition de la Cour suprême pourraient modifier considérablement la vitesse et la portée de la procédure. Ce scénario renforce le caractère central du précédent. Même si la mise en œuvre concrète est lente, le message institutionnel a été envoyé et la viabilité juridique de la responsabilité post-mandat a été réaffirmée. Sur le plan politique, la décision réorganise également les incitations. Au sein du Parti républicain, les tensions s'intensifient car le coût d'un soutien inconditionnel augmente à mesure que le risque juridique devient plus visible. Publiquement, il
il existe encore des défenseurs fervents de Donald Trump, qui considèrent le système judiciaire comme un instrument de persécution et tentent de mobiliser la résistance. Mais en interne, les discussions sur les alternatives, la succession au sein du parti et la préservation du capital politique en cas de détérioration de la situation s'intensifient. Des indices, tels que la réorganisation des dirigeants au sein des comités stratégiques, les ajustements dans les discours au niveau des États et l'anticipation des conflits internes, suggèrent qu'une partie de l'establishment travaille sur des scénarios de contingence. Parallèlement, la base électorale la plus fidèle reste active et interprète toute avancée juridique comme une attaque politique contre l'électorat lui-même, intensifiant ainsi l'impasse. Dans ce contexte, les tribunaux de première instance auront un rôle déterminant à jouer. Ce sont eux qui mèneront les étapes les plus concrètes, interrogatoires, audiences, instructions, décisions sur les accords et jugements. C'est à ce niveau que le choc entre le temps politique et le temps judiciaire devient le plus explosif, car l'exposition publique était maximale et la pression extérieure devient constante. L'attention ne viendra pas seulement de la presse nationale, mais aussi d'observateurs internationaux, d'associations de magistrats et d'organisations de surveillance démocratique. L'affaire devient ainsi un test de maturité institutionnelle. La capacité du système à poursuivre une personnalité de grande envergure, sans porter atteinte aux garanties procédurales, sans bafouer le droit à un procès équitable et sans ébranler la confiance du public. Sur la scène internationale, les interprétations restent contrastées. Une partie de la presse étrangère traite cet épisode comme une preuve de résilience institutionnelle, soulignant que peu de régimes présidentiels acceptent de tenir les anciens chefs d'État responsables de leurs actes liés à l'exercice du pouvoir. D'autres observateurs, cependant, avertissent que le risque d'instabilité interne reste élevé, notamment en raison de la polarisation croissante, des manifestations agressives et des récents épisodes de violence politique. Les organismes multilatéraux, notamment la Commission interaméricaine des droits de l'homme, suivent de près l'évolution de la situation, en particulier en ce qui concerne la préservation des garanties constitutionnelles dans les procès à fort impact. Ce suivi externe amplifie le poids du conflit et transforme l'affaire en une vitrine mondiale sur le fonctionnement institutionnel des États-Unis. Il n'y a pas encore de consensus sur le rythme, la durée ou l'issue. On observe un renforcement des mécanismes de contrôle et une intense controverse sur la manière d'interpréter les limites présidentielles dans des situations exceptionnelles. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire juridique complexe, mais d'un moment de reconfiguration institutionnelle, où les précédents sont ajustés sous la pression historique. Les divergences d'interprétation ne doivent pas être automatiquement confondues avec une fragilité. Dans de nombreux systèmes constitutionnels, elles font partie du processus d'adaptation lorsque le régime est confronté à des événements qui mettent ses limites à l'épreuve. Les prochains mois nous diront si cela aboutira à une stabilisation normative ou à l'ouverture de nouveaux cycles de conflits institutionnels. Nous continuerons à suivre de près chaque mouvement à l'intérieur et à l'extérieur des tribunaux. Attentifs non seulement aux décisions explicites, mais aussi aux signes discrets de réorganisation du pouvoir et de la jurisprudence. Dans des moments comme celui-ci, ce sont précisément les détails procéduraux et les changements silencieux qui révèlent la voie institutionnelle qui est en train de se construire.